L'idée de ce doc, c'est vraiment de se mettre à la place de l'enfant. Bonjour Elisa Jadot. Bonjour. J'ai l'habitude de commencer l'émission en remerciant mes invités d'être venus. Toi, j'ai surtout envie de te remercier pour ce travail que tu as fait, que tu as fourni, ce documentaire qui est paru dimanche il y a 2 semaines sur France 5, suivi d'un débat, on va en parler. Un documentaire extrêmement important et très bien traité sur la place des enfants sur les réseaux sociaux. C'est une question qui se pose et qui parfois ne se pose pas, c'est-à-dire qu'anodinement, tout un chacun peut publier sa vie, ses repas et aussi ses enfants, puisqu'ils font partie de leur vie, sans pour autant se poser toujours la question de l'impact que ça pourrait avoir dans la vie à l'instant T, on en parlera, mais aussi dans la vie de l'enfant plus tard, à l'âge adulte. Et c'est comme ça que commence ce documentaire sur la vie d'une jeune femme américaine qui, et ça va arriver de plus en plus souvent, puisque les jeunes enfants des réseaux sociaux des parents qui n'existent que depuis 15-20 ans, on va dire, aujourd'hui ont 15-20 ans, et là on commence à avoir les premiers témoignages, et je crois que ça c'est une première mondiale. Oui, c'est une première mondiale, c'est la première fois qu'une personne s'exprime sur ce qu'elle a vécu en tant que petite fille, ancienne petite fille, surexposée sur les réseaux sociaux. C'est la première au monde qui s'exprime publiquement. Il y en a d'autres qui commencent à parler par le biais de lettres anonymes envoyées à des personnalités publiques pour qu'elles les lisent sur Instagram, etc. Mais Cam, en effet, c'est la première à s'exprimer et son témoignage est glaçant. Ma mère a surexposé ma vie entière sur les réseaux sociaux. Les détails les plus intimes, les informations médicales et des moments très embarrassants. Des gens m'interpellaient et me félicitaient sur ce que ma mère avait publié sur Facebook. Par exemple, mes règles. Quelqu'un que je ne connaissais même pas m'avait dit « Félicitations, tu es devenue une femme !» Ça m'a mis très mal à l'aise parce que je n'avais que 9 ans quand j'ai eu mes premières règles. J'étais très jeune. On va parler de plein de choses. On va rester pour l'instant sur la généralité et sur les dangers qui peuvent tourner autour de la publication de photos d'enfants sur les réseaux sociaux. Puis après, on parlera eh bien, de l'utilisation, du business qu'on peut faire parfois. Et enfin, de la question eh bien, du consentement. Du consentement qui est compliqué quand on parle d'un enfant. On le sait, il y a des enfants qui font de la pub, il y a des enfants qui font du cinéma, il y a des enfants qui se retrouvent sur des pochettes d'albums aussi et qui, plusieurs années plus tard, portent plainte contre leurs parents. On parlera de tout ça, mais d'abord, quel est le message que toi tu pourrais faire passer après cette enquête qui a duré plus d'1 an pour tourner ce documentaire sur l'importance de préserver l'anonymat de ces enfants? L'idée de ce documentaire n'est évidemment, déjà, je le rappelle, de ne pas juger les parents qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le but, ce n'est pas la réponse qu'il faut donner. C'est vrai que l'objectif pour moi, il est une prise de conscience collective. Qu'on se dise, OK, quand on poste une photo ou une vidéo de notre enfant sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de conséquences et de dommages qui sont liés à cette exposition, que ce soit pour l'enfant encore petit, que ce soit pour l'enfant devenu grand. Donc moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se dire, OK, en tant que parent, qu'est-ce que je publie ou qu'est-ce que je publie pas, se poser 2 fois la question, et en tant que public aussi, en fait, pour les personnes qui sont abonnées, qui commentent certaines vidéos, quelle est ma responsabilité quand je regarde ce type de contenu. Prenons garde, en tout cas, pour nos enfants, aux conséquences liées à cette exposition. Et concrètement, pour cette jeune femme, Cam, qui habite à Chicago, comment elle vit l'après, et même qu'est-ce qu'elle a vécu pendant que sa maman publiait parfois des messages complètement intimes? En fait, Cam, ça a commencé quand elle avait 8-9 ans. Alors, il faut souligner qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, Snapchat. Donc, on était au début des réseaux sociaux, c'était MySpace, puis Facebook. Et donc, sa maman a commencé à publier des commentaires ou des photos d'elle, que ce soit une photo banale, que ce soit des informations intimes, que ce soit des informations médicales. Ouais. Et donc, de plus en plus de contenu, c'était au début un petit peu, puis après, ça a été de plus en plus régulier, jusqu'à ce qu'elle soit carrément surexposée, selon ses termes, par sa mère. Donc, c'était, par exemple, ce qu'on dit dans le documentaire, ce qu'elle dit dans le documentaire, il y a un passage très frappant où elle raconte que sa maman a exposé aux yeux de l'ensemble du public sa fille, donc Cam, avait eu ses premières règles. Ouais. Donc ça fait partie des moments très forts dont elle se rappelle. Je dirais que ça peut considérer ça comme une forme de trahison, parce que quand on a 8-9 ans, déjà c'est très tôt pour avoir ses règles, et qu'on a ce moment dans sa vie de femme, c'est quelque chose de particulièrement intime, c'est quelque chose qu'on a envie de garder secret, qu'on a envie de garder pour soi. Et là, sa maman trahit un petit peu sa confiance en publiant ça et en partageant ça au public. Il y a d'autres moments dont elle ne parle pas, dont on ne met pas dans le film.
des moments qui sont particulièrement touchants. Cam, à un moment, me dit un jour, on était en voiture et puis il y a un chauffard qui nous est rentré dedans parce qu'il était alcoolisé. Et donc, en fait, les pompiers sont arrivés, ils m'ont sorti sur un brancard et puis elle a fini à l'hôpital. Et elle me dit, elle se rappelle parfaitement ce moment où, voilà, un petit geste banal de médecin qui ouvre l'œil il met de la lumière juste pour voir si tout va bien. Et Cam, à ce moment-là, elle était jeune adolescente et elle dit, voilà, j'avais très peur et j'avais juste besoin de tenir la main de quelqu'un pour me rassurer. Et en fait, je tenais la main de l'infirmière parce que ma mère, elle était au fond de la salle en train de prendre des photos. Donc je pense en fait ça a créé chez elle une forme de perte de confiance envers sa mère. D'anxiété aussi. Cam raconte qu'elle a été à plusieurs moments dans sa vie suivie dans la rue, notamment par une personne qui l'a suivie jusqu'à chez elle, qui l'a vue en train de faire du vélo et qui l'a suivie. Il l'a reconnue par rapport aux photos que publiait sa mère sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'est tout un tas de souvenirs, de bons, mauvais souvenirs qui aujourd'hui la poursuivent encore. Et comment on explique ça? C'est de la naïveté de la part des parents? On peut comprendre qu'on partage le baccalauréat de ses enfants sur Facebook pour les parents à la limite. Mais là, quand on va vraiment dans l'intime comme ça, quand on parlait des règles, c'est quoi? C'est de la naïveté de la part de sa mère? Je ne sais pas si on peut appeler ça de la naïveté. Moi, ça me paraît assez dingue qu'on me dise je ne me rends pas compte que j'ai... que ce soit 100 personnes ou bien 10 000 personnes, 1 million de personnes, je ne me rends pas compte de ce que c'est. Bien sûr, en fait, ce n'est pas palpable puisqu'on parle des réseaux sociaux, c'est derrière un écran. Évidemment que si on a 1 million 100 000, 100 personnes dans son salon, là, je pense qu'on peut arriver à comprendre et mesurer ce que ça représente. Mais quand même, je veux dire, de la naïveté par rapport aux gens qui regardent, je reste un peu... je reste sur mes réserves vis-à-vis de ça. Je pense plutôt que, oui, au départ, c'est peut-être juste innocemment publier une photo, une vidéo de son enfant parce qu'on le trouve mignon, parce qu'on en est fier, et je pense qu'on l'a tous fait, prendre nos photos aux enfants parce qu'on les aime et parce qu'on en est fier, c'est d'accord. Mais je pense qu'en effet, il y a un moment, un petit manque de réflexion parce qu'on tombe dans cette espèce de... peut-être d'engrenage, parce que quand on publie une photo de son enfant, elle reçoit 3 fois plus de clics et 3 fois plus de vues que quand on publie une photo dans laquelle il n'y a pas d'enfant. Oui. Donc forcément ça, les likes, la validation immédiate, les commentaires bienveillants, c'est ce que dit Cam d'ailleurs sur sa maman. Elle pense que c'est tout un tas de choses, c'est ça, c'est qu'on lui dise « Ah, t'es une bonne maman », qu'on réponde « Ah, tu fais du mieux que tu peux, ta fille a des problèmes de santé, ça va aller ». Cette espèce de soutien, peut-être, sur les réseaux sociaux qui font que les parents rentrent dans une espèce de surenchère de contenu jusqu'à, et on le voit dans le documentaire, que certains parents, on en vient à une espèce de dérive mercantile, qui est je publie parce que je sais qu'en publiant, je vais avoir des vues, je vais pouvoir monétiser mes vidéos, je vais pouvoir toucher des marques. Et on reparlera tout à l'heure de cet aspect business, mais si on reste vraiment sur la publication de ces photos, quels sont les dangers concrets auxquels on expose nos enfants quand on les publie sur les réseaux sociaux? Alors déjà, il y a déjà tout un tas de règles qu'on oublie avant même de parler des dangers. C'est-à-dire que quand on publie une photo de son enfant sur les réseaux sociaux, il faut juste se dire que cet enfant a un droit à l'image. Et ça, on oublie. Quand on est parent, on n'est pas propriétaire de l'image de notre enfant. En fait, on en est le protecteur. On est censé protéger et faire en sorte que son image et que son enfant soit en sécurité jusqu'à ses 18 ans. On est censé faire en sorte qu'il n'ait aucune réputation jusqu'à ses 18 ans. Quand on met une photo de son enfant sur les réseaux sociaux, qu'on parle de ses maladies, qu'on parle de ses premières règles, ne serait-ce que dire « Ah, lui, c'est mon enfant grognon. Ah, ben elle, c'est ma petite fille toute mignonne. » Déjà, on donne un personnage. L'enfant devient un personnage. Donc, en termes de conséquences, on peut aussi se demander comment agit l'enfant quand il est face à la caméra ou quand il n'y a pas de caméra. Est-ce qu'il joue lui-même un rôle? Déjà, ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Ensuite, on peut parler du consentement aussi. En fait, encore une fois, à partir du moment où on n'est pas propriétaire de l'image de son enfant, on est censé lui demander son avis. Mais un enfant de 3, 4, 5 ans ne peut pas réellement donner son avis. Donc, est-ce qu'il faut attendre 13 ans, qui est l'âge minimum légal pour avoir un compte sur les réseaux sociaux, pour estimer que l'enfant peut donner son consentement quant à la publication d'une photo qui le représente? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Et puis, ce qu'on développe dans le documentaire, les différents enjeux, ce sont
par exemple, les prédateurs sexuels aussi, on ne se rend pas forcément compte, peut-être qu'on oublie que parmi les gens de notre société, il y a des personnes malveillantes qui sont aussi sur les réseaux sociaux et qui peuvent regarder ces vidéos, les partager, les copier, les repartager, les donner à leurs camarades prédateurs sexuels. Voilà, il y a tout un tas de conséquences. Cam dit aussi, elle se sent particulièrement anxieuse quand elle est dans la rue. Oui. Alors on peut trouver ça fou, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de recul encore aujourd'hui. On commence à peine à mesurer l'impact de la surexposition des enfants, grâce notamment au témoignage de Cam. Mais on n'a pas encore tout à fait... Enfin, on n'a pas beaucoup de recul, puisque les enfants sont encore jeunes. Oui. Mais Cam raconte que tous ces regards portés sur elle, tous ces commentaires, le fait qu'elle ait été moquée aussi à l'école par ses camarades qui suivaient sa maman sur les réseaux sociaux et qui disaient « Ah, je t'ai vu enroulé de papier toilette sur une photo dans la salle de bain. » Et ça, pour le coup, on est vraiment dans l'actualité, parce que le problème du harcèlement scolaire, on en parle tous les jours. Malheureusement, encore ce matin, on apprend un suicide. Enfin, c'est toutes les semaines en ce moment. C'est toutes les semaines, et on se rend compte qu'il y a une responsabilité de tous. On parlait là des prédateurs sexuels. On se dédouane, en fait. C'est pas de notre faute s'il y a des prédateurs sexuels. Mais bon, il y a quand même une responsabilité. C'est vrai que depuis la diffusion du documentaire, je vois des messages de mamans et d'influenceuses qui donc exposent leurs enfants et qui en font une partie de leur business, je le souligne. Qui se sont peut-être sentis un peu attaqués par le documentaire. Qui se sont certainement sentis attaqués, mais je veux dire, encore une fois, le documentaire n'est pas là pour juger, mais... Pour alerter. Il est là pour alerter ses parents, mais qui apporte une réponse qui m'a un peu scotché, j'avoue, qui est ce n'est pas nous le problème. Est-ce que demain, dans ce cas-là, il faudra mettre, j'ai lu ça, une burqa à mon enfant? Est-ce qu'il faudra tous manger vegan? Est-ce qu'on pourra plus montrer qu'on est heureux? Donc voilà, on est complètement à côté de la plaque. J'ai la sensation qu'on oublie en effet qu'il y a des prédateurs sexuels et que voilà, la seule réponse qu'on donne, c'est les prédateurs sexuels, ce sont eux le problème. Et c'est eux qu'il faut enfermer. Nous, on doit pouvoir librement exposer nos enfants. Alors, dans cette réponse, moi, je vois deux problèmes. C'est déjà... oui, bien sûr, il y a des prédateurs sexuels dans la rue. Mais je veux dire, on va peut-être croiser 1, 2, 3 fois dans notre vie un prédateur sexuel sans le savoir dans la rue. Là, sur les réseaux sociaux, quand on publie une photo de notre enfant et qu'on l'offre aux yeux de tous, on offre sur un plateau d'argent du contenu pour les prédateurs sexuels. Le risque de croiser un prédateur sexuel dans la rue, je pense, est peut-être moindre que de publier ces photos à des millions de gens sur les réseaux sociaux. C'est peut-être déjà une remarque que j'ai envie de faire par rapport à ce type de réponse. Par ailleurs, on a tendance à oublier les autres enjeux du documentaire, qui sont le consentement, le droit à l'image, les dommages psychologiques pour un enfant. Dans le documentaire, on parle aussi du kid shaming, qui est le fait de se moquer de son enfant pour attirer les vues, etc. Alors, il y a encore un nouveau... Il y en a encore un nouveau... Dans le documentaire, c'était le jet de fromage, sur le front de l'enfant, et maintenant c'est l'œuf. Maintenant c'est l'œuf. Alors c'est des parents qui font semblant de faire un gâteau avec leur enfant à côté, puis au moment de casser les œufs, ils le cassent sur la tête de l'enfant. On a eu le Nutella Challenge, la pâte à tartiner, donc il fallait... donc le parent est assis sur les toilettes, il se tartine de pâte à tartiner la main, il demande à son enfant de venir lui apporter du papier toilette et puis voilà, il met sa main sur le visage de l'enfant et donc l'enfant se retrouve avec de la pâte à tartiner sur le visage sans savoir que c'est de la pâte à tartiner et le parent rigole en disant « Ah, t'as du caca sur le visage ». J'ai vu des vidéos de grosses influenceuses aussi qui font ça. Je veux dire, à un moment donné, on peut se poser la question de comment va peut-être grandir un enfant quand à tout moment, il peut se prendre soit une tranche de fromage dans le visage de la part de son parent, soit... et puis affiché en plus sur les réseaux sociaux. Et affiché sur les réseaux sociaux, quoique à ce moment-là, quand il a 5 ans, il ne comprend pas ce que c'est qu'un réseau social. Mais enfin, un parent est censé protéger et aimer son enfant, pas lui envoyer une tranche de visage. Ou carrément le mettre en avant. Moi, ça m'a fait penser à une vidéo qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je l'ai revue et ça m'a encore vraiment blessé. Cette femme, pendant la période des Gilets jaunes, qui affiche ses enfants avec des slogans, je ne vais pas les répéter, on va regarder la vidéo, mais qui sont hallucinants, quoi. L'enfant devient une espèce d'objet
un faire-valoir, ou bien un objet d'ostentation aussi, je le vois. Alors l'enfant qui va être habillé avec un certain nombre de marques de luxe. Je pense que l'enfant, il est loin des considérations à 5 ans. On est loin des considérations d'un petit garçon ou d'une petite fille. Je pense qu'en effet, afficher des panneaux particulièrement grossiers, je pense que l'enfant ne comprend pas ce qu'il fait. Et on utilise son image pour sensibiliser un public. Mais c'est une forme de violence aussi finalement. On parle beaucoup des violences faites aux enfants, mais parfois on oublie celles qui paraissent moins violentes. Quand on regarde le témoignage de Cam, on se rend compte qu'elle a vraiment vécu la violence étant enfant. Bah, c'est ce que dit aussi Delphine de Vigan dans le documentaire. Elle souligne, elle dit, elle parle de violence silencieuse, la violence qu'on ne voit pas, la violence psychologique. Ouais. Quand un enfant est en permanence sous l'œil des caméras, est-ce qu'il peut se sentir juste libre d'exister, d'avoir des gestes spontanés? Quand on filme un enfant dans un espace qui est censé être l'espace le plus sûr pour lui, c'est-à-dire sa chambre, quand on filme un enfant en train de dormir et qu'on est en train de le filmer ou de photographier au-dessus de son lit, je veux dire, moi ça m'étonne en fait qu'on se pose pas quand même la question, je vais quand même le laisser tranquille, c'est quand même son moment, il est quand même en train de dormir, je suis quand même en train de violer son intimité là, sa vie privée. Donc oui, c'est une forme pour, en tout cas, c'est ce que dit Cam, ce qu'elle ressent, et c'est ce que dit également Delphine de Vigan. Je pense qu'on est sur une forme de violence, oui. Et ça fait le lien tout simplement avec la deuxième partie. On parlait tout à l'heure de mercantilisme, de business aussi, d'influenceurs, puisque ce sont les réseaux sociaux. Et en même temps, dans le documentaire, c'est vrai qu'à un moment, on se pose la question de se dire, oui, mais quid de tous ces enfants qu'on voit dans les films, dans les publicités, depuis toujours finalement. Il y a une loi qui existe en France, c'est les enfants mannequins, c'est les enfants acteurs, c'est donc des salariés qui ont une fiche de paye, comme tout le monde, et qui vont toucher l'argent à leurs 18 ans. Mais donc, c'est encadré, il y a un contrat. Ça pose parfois déjà la question du droit à l'image. On parlait tout à l'heure de Nirvana, la pochette d'album. Finalement, comment on perçoit ça déjà? Et après, on parlera vraiment des réseaux sociaux. Mais où est-ce qu'on en est sur cette question de l'enfant qui travaille finalement? On n'en est pas plus loin que depuis des années. C'est-à-dire qu'en effet, un enfant est supposé avoir un contrat de travail à partir du moment où il participe à une communication, que ce soit pour une marque, que ce soit dans le cadre d'un film, que ce soit du mannequinat. L'enfant est supposé être déclaré. Par exemple, il y a des règles. Un enfant de moins de 3 mois n'a pas le droit de travailler. Ouais. Donc c'est vrai qu'on y reviendra après, mais sur les réseaux sociaux, on voit énormément de nouveau-nés qui ont déjà des marques de couches, sont des panneaux publicitaires à peine sortis du ventre de leur maman. Donc déjà, ça, c'est pas légal. Ouais. Il faut souligner qu'il y a un certain nombre de marques qui aussi... qui sont complices totalement. Qui sont complices et qui font croire qu'ils ont oublié et qu'ils ne connaissent pas la loi. Mais c'est vrai qu'on peut déjà se demander si un enfant est d'accord pour apparaître dans un film... Après, tout est très encadré. Je veux dire, quand il y a un film, on a une société de production qui encadre, on a des agences de mannequins qui encadrent, il y a un certain nombre d'heures à ne pas dépasser. C'est 2 heures, c'est 3 heures de tournage, il n'y a pas 3 heures de nuit, ça ne peut pas se faire le dimanche. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui sont respectés par les agences, par les productions, etc. Quand on parle des réseaux sociaux, ok, même si un enfant, on dit, bon, ben moi, il a eu un contrat, il a participé à la communication d'une marque, j'ai tout encadré, etc. Ça se fait au sein même des familles. Qui va prouver que l'enfant, il n'a pas tourné 5 heures, mais qu'il a tourné qu'1 heure? C'est-à-dire, quand on est sur un plateau de télé, quand on fait une publicité, tout ça est, j'imagine et j'espère, particulièrement carré. Et puis, il y a des tas de gens qui sont autour et qui vérifient que c'est carré. Là, il n'y a pas de contrôle et personnellement, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est pas tant dans le documentaire, c'est plutôt dans le débat qu'il y a eu après, qui se retrouve aussi sur France.tv évidemment en replay. C'est ce papa influenceur qui se dédouane justement d'utiliser le contrat, la fiche de paye, etc., mais qui oublie que son propre business à lui, il appelle ça le lifestyle. En gros, c'est les stories, etc. Ça, pour lui, tant qu'une marque paye pas, dans ces cas-là, son enfant peut être dans ses stories et on le voit dans son quotidien, mais H24. Là, il n'y a plus d'heures de travail, c'est du réveil au coucher, parfois même la nuit, c'est pendant qu'il mange. Et plusieurs fois dans le documentaire, et à ce moment-là aussi on l'entend, c'est de toute façon l'argent que tout le monde rapporte, c'est pour payer des vacances, c'est pour notre bien-être. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. On en est à se dire que si l'enfant travaille,
pour payer les vacances de la famille, c'est normal. Sauf qu'en France, les enfants ne travaillent pas pour payer la preuve. Hein, les fiches de paye, c'est à partir de 18 ans que les enfants touchent l'argent. C'est pas pour payer le niveau de vie actuel des parents. C'est assez délirant. Alors, il y a plusieurs éléments dans votre remarque. Le premier, c'est en effet se dédouaner en disant « Bon, ben moi, mes enfants, ils ont un contrat de travail, donc je fais les choses carrées, je fais les choses dans les règles. Ouais. » Je pense qu'en effet, pour refaire le parallèle avec un enfant acteur ou un enfant qui fait de la publicité, peut-être l'enfant fait ça une fois dans sa vie, 2 fois dans sa vie. Là, on parle de tous les jours, déjà. Donc, il y a une différence quand même quant à l'exploitation de son enfant, parce qu'on peut parler d'exploitation. Par ailleurs, pour avoir l'attrait des marques, pour attirer les marques, il faut déjà avoir un compte avec une certaine quantité d'abonnés et en effet des enfants mignons, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, avant même de signer un contrat, une collaboration avec une marque et donc de se dire moi mes enfants ils ont un contrat donc tout va bien, c'est-à-dire qu'il utilise quand même déjà l'image de son enfant pour gagner en popularité. Ouais. Donc en effet, je reviens sur ce que vous dites et c'est très juste, c'est qu'on ne peut pas juste simplement se dire « moi je fais des contrats donc tout va bien ». Oui. Mais par ailleurs, au moment où vous ne faites pas de contrat, du matin au soir, on voit votre enfant avec tel problème de santé, qui n'a pas bien dormi la nuit, qui est en train de se faire coiffer. Voilà, c'est vrai que, je veux dire, ce couple de parents en particulier a déjà mis, et je m'étais fait la remarque, déjà mis des publications des enfants avec des problèmes de pieds-mains-bouches, par exemple, ces fameuses maladies des enfants quand ils ont des boutons partout. Et j'en ai vu 5, 6, 7 photos ou vidéos de l'enfant avec ces boutons partout. Je veux dire, pour la dignité de l'enfant, on peut quand même se poser la question. Voilà. L'idée de ce doc, c'est vraiment de se mettre à la place de l'enfant. Cam, c'est la voix des enfants. Ce doc, il est construit aussi pour qu'on se dise qu'est-ce qu'un enfant va ressentir. Est-ce qu'il a envie de finir en couche sur les réseaux sociaux, regardé par des centaines, et de revenir un mème, d'être regardé par des centaines de milliers de personnes alors qu'il a des boutons plein le corps. Est-ce que cette photo, elle va pas être récupérée, je sais pas moi, plus tard par ses camarades de classe qui vont dire « Ah, toi, t'as... » On peut quand même se poser cette question. Qu'est-ce que va ressentir un enfant ? Surtout que nous, adultes, on n'aimerait pas qu'on nous le fasse. On n'aimerait pas retrouver, de la part de notre frère, de notre mère, peu importe l'âge qu'on a, de se retrouver mal en point dans son lit sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la confiance qu'on a envers ses parents. Se sentir trahi, de se dire mais comment t'as pu mettre ça ? Mais attends, là c'est pas... on peut se moquer de moi, je suis pas à mon avantage, ça me plaît pas. Bien avant de parler des prédateurs sexuels, il y a déjà toute cette question-là. Et un enfant, en effet, alors on parle de rébellion peut-être dans quelques années, mais on peut aussi se demander si vraiment il va y en avoir une par rapport au conflit de loyauté que ça peut générer avec les parents. C'est-à-dire qu'un enfant qui, lui, a été nourri toute sa vie, qui a été blanchi, je veux dire, c'est le rôle des parents, évidemment. Mais est-ce qu'à un moment, il va pouvoir dire non ? Est-ce qu'on est en mesure, quand on a 5, 6, 7 ans, de dire bah non, là ça me plaît pas, là j'ai pas envie. Là non, j'ai pas envie d'être pris en photo comme ça. On sait que la peur de décevoir son parent, etc., c'est des choses qui viennent contrecarrer ces possibilités. On parle de business, on parle d'argent, mais il y a aussi du business de like, il y a du business, ou en tout cas du profit pour soi-même. Et on l'entend, c'est une influenceuse qui s'appelle Jessica, je crois, qui explique pourquoi elle, ça lui fait du bien. Tant pis pour son fils, quelque part, si ça le dérange, il changera de nom plus tard. Mais il a une maladie, elle, ça lui fait du bien de parler de la maladie de son fils. Oui, oui, tout à fait. C'est la réponse qu'elle a donnée. J'entends qu'un certain nombre de personnes soient choquées par cette réponse. Jessica, elle a 6 millions d'abonnés. Son mari, il en a 4 millions. Alors j'imagine qu'il y a une partie des abonnés qui sont les mêmes, mais enfin, en tout, ça fait quand même 10 millions. Ils postent à peu près le même type de contenu. C'est vrai que Jessica, elle montre particulièrement souvent les problématiques de santé de son enfant. Elle le fait avant même qu'il naisse, puisqu'elle était enceinte, elle avait déjà des problèmes de grossesse. Il faut souligner qu'un tiers des enfants ont une vie numérique avant même d'être nés. C'est-à-dire qu'ils ont une existence même numérique avant même d'être nés. C'est-à-dire qu'un tiers des enfants, aujourd'hui, ont déjà eu une photo d'eux, soit l'échographie, soit... ça commence à partir du moment où on fait pipi sur un stick. Donc à partir de ce moment-là, c'est déjà publié sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que dans le cas de Jessica, elle répond, et c'est sa réponse, elle dit que ses commentaires bienveillants lui font du bien à elle, lui permettent d'avancer, lui permettent peut-être de comprendre la maladie de son enfant.
lui permettre de continuer à vivre, puisqu'elle le dit même, est-ce que j'aurais réussi à aller jusqu'au bout? Bon, ça sous-entend quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que j'aurais réussi? Je ne suis pas sûre, ça m'a donné de la force, ça m'a donné du courage. Moi, je voudrais juste réagir et poser la question, est-ce qu'on est obligé de montrer son enfant pour pouvoir avoir des retours sur une maladie quelle qu'elle soit? On peut très bien parler de la maladie, mais pas forcément de montrer son enfant à l'hôpital, en train de gigoter dans la maison avec un commentaire en dessous, je viens de lui mettre un suppositoire, il va beaucoup mieux. Est-ce qu'on est vraiment obligé de montrer ce type de contenu? Ou est-ce qu'on peut juste en parler? Bon, voilà, mon enfant, il a une grave maladie, est-ce que vous pouvez me donner des retours? Parce que je me pose beaucoup de questions. Est-ce que son fils, demain, il pourra demander des parts? Ça, c'est toute la question. Est-ce que le parent va le déclarer? Je pense qu'en fait, il y a cette question aussi dans la loi qui est de dire, sur une vidéo, par exemple, une vidéo sur YouTube, à partir du moment où on a un certain nombre de vues, il y a des publicités qui apparaissent au début, au milieu et à la fin de la vidéo sur YouTube. Ça, ce sont des revenus pour les parents. Donc, est-ce que l'enfant, mis à part même la collaboration directe avec un contrat avec une marque, mis à part ça, la monétisation par les publicités sur YouTube, par exemple, la monétisation au nombre de vues sur TikTok, tout ça, l'enfant devrait aussi peut-être toucher quelque chose, toucher des parts. Il faudrait le déclarer pour tout ça. Et pas seulement se justifier de dire, de toute façon, l'argent qui rentre à la maison, ce sera aussi pour lui, ce sera pour lui acheter des affaires, pour lui acheter à manger, alors qu'aucun papa, aucune maman, en allant au travail, dans un travail dit classique, n'emmènerait son enfant en disant tu peux participer un petit peu à mon travail puisque c'est pour payer tes vacances. Oui, bien sûr, j'imagine qu'on n'emmène pas son enfant à l'usine ou je ne sais où pour le faire travailler. Oui, c'est juste pas légal. Direction la nurserie, presque pas en retard. Bon, Elon qui tousse toujours derrière. Il est pas là, mec. Je sais pas, on cherche le chat, il est pas là ce matin, très bizarre. T'as pas fait de story, rien toi? Un peu. Un peu? J'en fais plus après, moi. Ouais, je sais. Le matin... Eh ben voilà, il est là. Coucou Salamèche. Allez. Le bon vieux Salam, toujours de la partie. Et bon, Salamèche est là, tout va bien. Allez, vite, on est en retard, il nous suit jusqu'à la nurserie de toute façon. Allez, viens avec nous. Allez, Salamèche, on y va, go. On espère que nos enfants soient fiers de nous plus tard, parce que voilà, nous, on n'a pas eu la chance de grandir, que ce soit mon mari ou moi, dans les mêmes conditions que mes enfants. Good morning. Salut. Ça va? Moi, j'ai grandi en caravane, je suis jamais partie en vacances, j'ai eu un passeport, j'avais 24 ans. C'est gentil. J'espère qu'eux, plus tard, seront fiers et justement se rendront compte de la chance. Et bien sûr qu'on fait tout ça et qu'on partage notre vie, forcément pour pouvoir gagner de l'argent et mettre à l'abri nous et notre famille, ce qui est le plus important, bien entendu. Et justement, dans le documentaire, on le voit, on a un couple qui, avant même la naissance de l'enfant, pour le coup, communique déjà dessus. Hein. C'est une maman qui est coach sportive, je crois, qui ne peut plus faire de contenu sportif pendant sa grossesse, et du coup parle de sa grossesse, se rend compte que ça intéresse ses abonnés, et finalement tombe dedans. C'est-à-dire qu'on la voit avant l'accouchement, où elle dit, bon, peut-être pas, en fait, peut-être que si, son mari lui dit non, moi ça m'intéresse, enfin, je préfère vraiment le faire avec parcimonie, et on les retrouve après, et en fait, c'est parti, quoi. Ouais, c'est parti. Alors, c'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à la base de réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est plutôt connecté avec la nature plutôt qu'avec les réseaux sociaux. Donc, il met quand même un veto. Il se pose quand même des questions. Il n'a pas forcément envie que son enfant le lui reproche plus tard. D'ailleurs, il m'avait dit au cours du tournage que, selon lui, un certain nombre, beaucoup d'enfants porteraient plainte un jour contre leurs parents. Ouais. Donc lui-même se pose énormément de questions. Elle, c'est une entrepreneuse. Elle, c'est une femme d'affaires. Et lui alors, c'est le business, c'est la dopamine, c'est ce que ça a apporté, c'est de voir sa femme heureuse? Je sais pas vraiment. Je pense que voilà, il est fier aussi du projet entrepreneurial de sa femme. Voilà, il s'est pas vraiment rendu compte aussi de l'impact que ça pouvait avoir. C'était peut-être juste une forme de soutien et pour lui faire plaisir. Mais comment s'assurer alors que son enfant ait bien envie de participer à ce genre de choses? Sur cette question du consentement, est-ce qu'il y a une façon aujourd'hui de faire les choses correctement quand on met ses enfants sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est à bannir tout simplement? On vit avec les réseaux sociaux. Donc ce serait compliqué de dire il faut les bannir, il faut rien publier de son enfant, parce que je pense sincèrement que ça n'arrivera pas. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont continuer, et pour les raisons qui sont les leurs. Le besoin d'avoir des likes, de la reconnaissance, de se montrer,
le business, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les parents vont continuer. En revanche, oui, par rapport au consentement, se demander déjà est-ce que mon enfant serait d'accord pour que je publie ce genre de choses. Alors ça, du coup, je pense qu'il faut attendre un certain âge pour avoir son consentement éclairé. Parce qu'à 4 ans, 5 ans, 7 ans, on ne peut pas donner son consentement éclairé. On n'a pas la mesure de ce que les réseaux sociaux représentent. Donc peut-être attendre l'âge minimum et légal pour avoir un compte sur les réseaux sociaux qui est donc 13 ans. Peut-être qu'à partir de 13 ans, on peut estimer que l'enfant peut être en mesure de dire oui, cette photo me convient, non, cette photo ne me convient pas. Ça, c'est la première chose. Et puis après, mettre un sticker sur le visage de son enfant. Si on veut vraiment le publier, écoutez, peut-être mettre un sticker. On peut l'évoquer, mais on peut aussi garder son image. Parce qu'en fait, quand on donne aussi des informations, quand on publie une photo de son enfant dans sa chambre, par exemple, je veux dire, on ne montre pas que son enfant. On montre toutes les autres informations de sa chambre. La couleur des draps, le doudou, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qui donne tout un tas d'informations à des étrangers. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on ne sait pas comment la voix de l'enfant peut être récupérée, son visage. Il y a aussi tout un certain nombre de cas d'usurpation d'identité aujourd'hui, où certains reprennent les images des enfants sur les réseaux sociaux et usurpent l'identité. C'est-à-dire, c'est pas uniquement les prédateurs sexuels, c'est pas uniquement. Il faut se poser une question de façon plus large et plus globale. C'est trop facile de dire moi je le mets parce que j'ai pas peur des prédateurs. Encore bien vous en fasse. Mais enfin, demain, l'enfant peut très bien dire à son parent pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu m'as pas protégé ? Pourquoi ma photo se retrouve sur des fausses cartes d'identité ? Pourquoi un inconnu de mon village m'a dit t'aimes bien les petits lapins ? Je l'ai vu sur la publication de ta maman. Je veux dire, c'est global. C'est pas juste l'histoire du consentement qui est déjà. Si déjà on se posait cette question-là, ce serait magnifique. mais les problématiques et les conséquences, elles sont particulièrement larges. Et c'est de se poser la question aussi, parce que c'est virtuel, on a l'impression que c'est moins grave, mais en fait de se poser simplement la question, est-ce qu'on laisserait des inconnus rentrer chez nous pour aller voir la chambre de notre enfant ou ça on le ferait pas. C'est ce que dit Sarah, une maman à Vancouver qui lutte justement pour la protection des enfants sur les réseaux sociaux. Elle le dit, si vous n'invitez pas des étrangers à venir voir chez vous votre enfant en train de prendre son bain, pourquoi publiez-vous des photos ou des vidéos de votre enfant en train de prendre son bain sur les réseaux sociaux ? Parce que ce sont quand même des étrangers. Et moi j'aimerais en effet rebondir sur le fait que oui, ce sont les réseaux sociaux, donc c'est pas palpable, on capte peut-être pas, je pense qu'on n'a juste pas envie de capter non plus. Voilà. Mais si j'aimerais bien emmener ses parents un jour dans la rue, dire ok, on pourrait faire le test, on va prendre une photo de votre enfant, en couche ou même juste la photo de votre enfant, une photo de classe de votre enfant. On la met au sol. Et puis on amène 1000, 2000, 10 000, 50 000, 6 millions de personnes. Comment le parent va réagir en voyant toutes ces personnes prendre la photo de l'enfant, la regarder, commenter, et puis faire tout un tas de choses avec cette photo ? Comment le parent réagirait ? Peut-être qu'il se poserait un peu plus la question. Et concernant la loi, on a de la chance, on est en France et on est l'un des seuls pays aujourd'hui qui se pose ces questions-là et qui commence à légiférer. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Alors la loi, elle est en cours d'être votée. Donc c'est une loi qui est sur le droit à l'image des enfants et sur l'atteinte à leur dignité. C'est-à-dire que la loi qui existait déjà, ça fait partie du Code du travail désormais, sur la loi des enfants influenceurs, c'est-à-dire quand les enfants sont eux-mêmes qui sont l'objet principal des vidéos, c'est-à-dire souvent les enfants youtubeurs qui font ce qu'on appelle de l'unboxing, donc qui reçoivent des cadeaux, qui ouvrent et qui font la publicité de certain nombre de marques. Ça existe déjà, mais légiférer autour du droit à l'image de l'enfant, ça existe nulle part dans le monde. Et la France est pionnière sur cette question. C'est-à-dire quand l'enfant ne serait-ce qu'apparaît dans une vidéo. Qui n'est pas l'objet principal, mais qui fait qu'apparaître derrière. Ça va générer un certain nombre de vues et donc de revenus. Donc la France est en train de légiférer là-dessus. Ça a été voté, le premier projet a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Un certain nombre de dispositions ont été rejetées par le Sénat, donc là ça repart à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est en cours de discussion. À quoi on peut s'attendre ? Alors la proposition, c'est de donner la possibilité au juge des affaires familiales
de procéder à une délégation partielle de l'autorité parentale si il estime que l'un des deux parents porte atteinte à la dignité de son enfant, met son enfant en danger, etc. Ça fait partie des dispositions qui sont justement discutées. Donc on peut s'attendre à peut-être ça, une possibilité au juge de dire vous n'êtes plus en mesure d'avoir l'autorité sur le droit à l'image de votre enfant. C'est-à-dire qu'on la confie à un tiers, à une tierce personne. Vous ne pouvez plus donner votre avis quant au droit à l'image de votre enfant. Donc vous ne pouvez plus publier de photos de lui, donc vous ne pouvez plus commenter un certain nombre de choses, donc tout ça doit être encadré. Après moi, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? C'est compliqué. Oui. Parce que comment va-t-on contrôler, comment allons-nous contrôler tous ces contenus? On parle de millions de contenus. Je vous suis tapé sur Instagram ou TikTok, hashtag Kids of Instagram, Kids of TikTok. Il y a un nombre colossal, on parle de milliards de vidéos milliards de vidéos qui sortent ou de contenus qui sortent. Donc comment concrètement on va contrôler ça? Je pense que c'est à nous aussi, public, d'être responsables et d'avoir une possibilité de signaler plus facilement des contenus qui nous semblent dépasser les limites. Parce qu'il faut juste rappeler aussi qu'il y a des enfants qui sont véritablement en danger lorsqu'il concerne l'exposition sur les réseaux sociaux. On parle dans le documentaire d'un certain nombre de chaînes YouTube ou de comptes qui vont jusqu'à dépasser les limites, qui vont jusqu'à l'humiliation et la maltraitance. Là, en ce moment même, il y a des parents aux États-Unis qui sont les créateurs des plus grosses chaînes YouTube famille qui sont mises en examen parce que les enfants étaient presque prisonniers en fait de ces chaînes YouTube, puisque à tourner tout le temps et puis apparemment mal nourris, et puis voilà, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, mais en tout cas il y a des parents qui aujourd'hui perdent la garde de leurs enfants, d'autres qui sont mis en examen pour maltraitance. Il y a une maman qui est partie en prison aussi aux États-Unis parce qu'il y a eu des signalements de la part de ses voisins parce que les enfants n'allaient plus à l'école. Ils étaient enfermés dans une salle, ils appelaient ça, les enfants, la salle au fond vert. Puisque la maman filmait des vidéos, elle faisait des petits trucages, donc elle faisait tout ça sur fond vert pour YouTube. On parle de millions d'abonnés. La maman était partie en prison. Il y a en ce moment un certain nombre de choses qu'il faut arriver à encadrer. Et ça, c'est peut-être, en fait, aussi aux plateformes de pouvoir faciliter le signalement de ces vidéos-là, aux plateformes de modérer ou de censurer certaines vidéos. Je souligne quelque chose, c'est que dans le documentaire, on parle d'une famille américaine qui a humilié et maltraité ses enfants dans des centaines de vidéos, qui avaient des millions de vues. Ça a duré des années avant qu'ils soient dénoncés par une personne, un influenceur sur YouTube, et que la justice s'empare de l'affaire et retire la garde de deux des enfants aux parents. YouTube a été obligé de faire supprimer la chaîne, sauf que ses parents, aujourd'hui, republient sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on n'a pas fait grand-chose. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Si vous aviez un message à faire passer avant d'interrompre l'émission, peut-être à des parents qui, en regardant cette émission ou en regardant votre documentaire, vont prendre conscience, une conscience qu'ils n'avaient peut-être pas jusqu'alors. Le message, il est simple. C'est mettez-vous à la place de votre enfant, posez-vous la question 2 fois avant de publier un contenu, demandez-vous est-ce que mon enfant serait d'accord pour que je publie ce type de contenu? Est-ce que j'aimerais, moi, que quelqu'un publie cette photo ou cette vidéo de moi comme ça, dans cette position, dans cette situation-là? Donc voilà, il est là. Posons-nous la question et qu'on prenne conscience qu'on a une responsabilité, nous, collectivement, et qu'on arrête peut-être d'être indifférent. Parce que c'est ça aussi. C'est que toutes ces vidéos, elles sont regardées. Ça se passe tous les jours, sous nos yeux, sur nos smartphones, dans l'indifférence collective. Je pense que c'est aussi à nous, publics, de signaler quand on estime qu'il y a un contenu qui nous dérange, et aux parents de prendre conscience et de se mettre